Alors, donc, je vais me baser sur les analyses des différents soutiens et autres, et puis on va un petit peu voyager dans le temps. Moi, je donnerai mon point de vue. Je vous avais dit dans un premier temps, lors de mon analyse que j'ai eu à faire il y a 3 jours, quelle était l'opportunité d'aller faire une telle déclaration à la télévision. Et vous savez, dans le commun des mortels, ce que je déplore en Côte d'Ivoire, il est très facile de manipuler un petit peu les masses. La politique a pour rôle aussi de manipuler les masses. Parce que quand on est dans un parti politique, on a pour objectif d'avoir le maximum de militants et de sympathisants de son bord. Parce que la majorité emporte dans les élections. Mais quelle était l'opportunité d'aller sur la chaîne NCI 360 pour parler d'un fait et de citer, de mentionner une dame? Quelle était l'opportunité? Et là, on a tout entendu. On a entendu des noms de sorcières. On a même accusé une personne en particulier d'être celle-là qui serait Karaba. Vous savez, dans le dessin animé pour enfants, le conte pour enfants Kirikou, Karaba, c'est celle-là qui est la sorcière. Donc, il y aurait une sorcière, une dame qui manipule, qui a des pouvoirs occultes de détourner, d'accord, un monsieur, un grand monsieur qui serait manipulé. C'est pour cela, voilà, elle divise la gauche, elle fait ci, elle a séparé dans la vie de foyer, elle manipule, elle avec son conglomérat, elle est plein de choses, et oui, plein de choses. Et puis j'ai écouté avec beaucoup de je dis de légèreté ce qui était sorti. Et puis on a le fils qui certainement veut récupérer son papa. Le fils veut récupérer son papa parce que son papa est en de mauvaises mains. Et beaucoup d'Ivoiriens considèrent que le papa, il est perdu. Le papa serait en de mauvaises mains, il faut sauver le papa. On n'en peut plus du papa. Bon, l'intention, elle est bonne. Mais nous sommes en politique. C'est différent. Vous n'êtes pas dans votre petite maison, dans votre foyer, mais on est en politique. Mais dans cela aussi, beaucoup de questions ressortent. Est-ce que le papa ne serait-il pas un manipulateur en pactisant même d'accord avec ceux qui sont venus les attaquer? Est-ce qu'il n'y aurait pas un deal entre le papa, entre Laurent Gbagbo et les rebelles? D'accord? Il n'y aurait pas un deal? Laurent Gbagbo nous a-t-il piégés? Les 3000 morts qu'il y a eu et les morts pendant la rébellion ne sont-ils pas le fruit, d'accord, d'une manipulation de Laurent Gbagbo? Pourquoi l'entourage de Laurent Gbagbo toujours est indexé et on les traite de traîtres et Laurent Gbagbo n'est jamais pointé du doigt? Toutes ces questions-là. Et Laurent Gbagbo et Soro Guillaume ne sont-ils pas de mèche? Regardez la posture actuelle du GPS et des gens du PPACI. Nadiane Bamba ne serait pas de mèche avec Soro Guillaume? Beaucoup de questions sont posées. Et aujourd'hui, j'ai décidé, moi, de faire mon analyse. On va aller d'abord sur la période avant les élections de 2010. Soro Guillaume, on apprend que Soro Guillaume rencontre le président Laurent Gbagbo. Et même, il y a un monsieur du nom de Guillaume Vergès qui nous a dit que, par exemple, en 2009, le 31 mai 2009, à l'anniversaire de monsieur Laurent Gbagbo, dans la résidence de Dame Nadiane Bamba, se trouvaient des personnes de la rébellion et se trouvait bien évidemment Laurent Gbagbo. Ok, c'est un scoop. Est-ce vraiment un scoop? C'est ça la question. 2009, c'est l'année qui précède les présidentielles. À cette époque, le premier ministre de l'époque s'appelle Soro Kibafori Guillaume. Est-ce que voir Laurent Gbagbo et Soro Kibafori Guillaume dans un contexte privé serait choquant? Je dis non. Pourquoi? Parce que Soro Guillaume, venant à Abidjan, d'accord, est dans un contexte, bien évidemment, de pacification. Pacification. Mais avant 2009, c'est 2010, autant pour moi, 2010 alors, 2010, 31 mai 2010. Mais bien avant, on remonte un petit peu dans le temps, on remonte. On va parler de Soro Kibafori Guillaume. Soro Kibafori Guillaume, qui est celui-là qui peut-être aurait fomenté un coup avec monsieur Laurent Gbagbo.
Soro Bafori Guillaume était dans quel groupe qu'on appelait le G7? Je vous pose la question. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, Soro Guillaume est devenu le vilain canard, le rebelle, l'homme infréquentable qui serait fréquenté par Laurent Gbagbo. J'ai dit bien, avant l'accord politique de Ouagadougou, qui était dans le G7. Le G7 était un groupement politique dans lequel des partis politiques y figuraient. Quels étaient les partis qui étaient dans ce G7? Le RDR y était. Le MFA y était. Je pense, hein. Attendez, je vais regarder la liste des partis du G7 et je vais vous lister pour ne pas vous dire tout ou n'importe quoi. Je vais vous dire les partis qui étaient. Et puis, on va essayer de comprendre s'il y avait encore des alliances et comprendre la posture de Soro Bafori Guillaume. C'est intéressant parce que j'ai pris du temps à lister. On va voir, d'accord? La liste des partis politiques du G7. Bonjour Tania. Tania, j'ai déjà expliqué hein, pour le bonnet. C'est un bonnet que j'aime beaucoup. C'est un bonnet que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Côte d'Ivoire. Ok, alors, je vais vous lister. Alors, il y avait d'accord... non, G7, c'est quoi le truc? G7. Excusez-moi, G7... Le G7, ok. Ok, je vais vous citer. Dans le G7, le G7, il y avait bien évidemment alors, le PLCI RDA. Dans le G7, il y avait le RDR, le PLCI RDA, l'UDPCI, le MFA. Et bien évidemment, tout ce qui est force nouvelle et autres. D'accord? Donc, tout ce qui est force nouvelle et compagnie. Donc, le RDR, qui aujourd'hui fait le procès d'une rencontre entre Laurent Gbagbo, d'accord, et Guillaume Kibafori Soro et ses proches, était dans une alliance politique avec la rébellion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, et même le PDCI RDA, je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette rébellion que l'on pointe du doigt, comme une rébellion qui est venue déchirer la Côte d'Ivoire, dont on pense aux victimes, certains partis politiques républicains en Côte d'Ivoire étaient en alliance. L'UDPCI, le PDCI et le RDR. Donc la rébellion, ceux qui sont positionnés, c'est-à-dire pour faire une critique objective en pointant du doigt cette rébellion, ce sont les citoyens ivoiriens. Aucun parti politique, vous militants ou sympathisants d'un parti politique, qui soutenait un leader politique en Côte d'Ivoire, vous ne devez pas l'ouvrir pour pointer du doigt cette rébellion. Parce qu'à partir du moment où vos leaders, vos mentors politiques, s'ils sont devenus présidents aujourd'hui, là, dans leur passé, se sont assis avec une rébellion pour signer un document, c'est que vous avez accepté cette rébellion-là. Donc ne venez pas refaire l'histoire un petit peu, d'accord? Ne venez pas refaire l'histoire. Parce qu'un parti politique, je vous dis clairement, il est tout autant républicain et il est responsable. La rébellion ne change pas de couleur. Une rébellion, on l'assume du début jusqu'à la fin. À partir du moment où vous allez vous asseoir sur une table et vous signez un accord avec une rébellion, vous assumez votre soutien à la rébellion du début jusqu'à la fin. Donc, je suis quand même étonné que des individus, aujourd'hui, je les entends sur des panels, qui font le procès d'une rébellion. Et ils disent, ils osent dire, c'est ce qui est intéressant, ils osent dire aux gens que oui, Laurent Gbagbo serait même peut-être à la base de la rébellion. Trouvez-moi un accord politique entre le Front populaire ivoirien, d'accord, et les forces nouvelles. J'adhérerai à ce que vous dites. Trouvez-moi un accord signé. Ça n'existe pas. Donc, Alassane Ouattara entretenait des relations, bien évidemment, et plus même politiques. Je dirais politique dans le cadre du militantisme, parce qu'il était opposant
avec Soro Guillaume. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui fait que Laurent Gbagbo rencontre Soro Guillaume chez Nadi Bamba? On va en venir. On continue. Et ça me fait un petit peu rire. Donc voici le premier point. Si des gens viennent vous embêter, Ivoiriens, Ivoiriennes, des experts politiques qui se disent experts, qui disent qu'ils ont tout compris, vous le remontez dans le temps et vous leur dites que le G7 a existé en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier élément. OK? Maintenant, venons-en au fait qu'on n'est pas désarmé. Ça, on va aller vers 2010 maintenant. On va aller en 2010. On dit que Laurent Gbagbo a accepté de ne pas désarmer et aller aux élections. C'est vrai. Effectivement, la rébellion n'a pas désarmé. Mais le calendrier pour la fixation des élections en 2010 est le fruit de la signature unique et exclusive de M. Laurent Gbagbo. Je vous pose la question. La signature de la fixation des élections en 2010 était-elle une signature exclusive et unique de M. Laurent Gbagbo? Allez fouiller des documents, des archives et venez me dire si c'est le cas. Absolument pas. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU, l'ensemble des leaders des partis politiques, y compris la rébellion, ont participé sur la fixation de cette date. Le maintien de cette date ou le manque de motivation sur le désarmement a-t-il été manifesté? Oui ou non? Oui, le FPI a manifesté. Allez vérifier dans les archives. Le FPI a manifesté contre le fait que le désarmement ne se fasse pas. Allez me trouver un seul article. Je dis bien, allez me trouver un seul article. Je dis un seul article concernant le désarmement où le RDR s'est plaint. Allez me trouver un seul article où le RDR se plaint et souhaite le désarmement accéléré pour que les élections aient lieu. Si vous me trouvez, je dirais, ah donc le RDR aussi voulait que le désarmement se fasse rapidement. Trouvez-moi une seule archive où le RDR mettait la pression pour que le désarmement se fasse en Côte d'Ivoire pour les élections. Vous ne trouverez pas une seule archive. Je dis bien une seule archive. Et je viendrai m'excuser ici. Bon, dans ce cas-là, à qui profite en fait le désarmement et le non-désarmement? Vous êtes, vous, des opposants. Vous êtes des opposants. Vous voulez prendre le pouvoir d'État. Une zone du pays est fréquentée par des hommes en armes. Il y a un accord politique qui est signé. D'accord? Il y a un calendrier à respecter. Krendiabo, allons doucement. Krendiabo. Parce que si je... Non, Krendiabo, allons doucement. Parce que moi, je ne viens pas ici parler avec les émotions. Allons doucement, on va calmer leur affaire là rapidement. Krendiabo, allons doucement. Allons-y doucement. Parce que j'ai entendu des choses ces 2 jours-là. Et je me suis dit, j'ai dit, trouvez-moi un seul article où vous allez voir le RDR se plaindre que les gens là doivent désarmer. Vous savez pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'il y avait le G7 qui existait. Donc, en dehors de cette rencontre où tout le monde a parlé, M. Alassane Dramane Ouattara, qui est l'actuel président de Côte d'Ivoire, fricotait bien évidemment avec M. Soro Kibafoe Guillaume. Et je vais venir sur la posture de Soro. Soro Guillaume, en ce moment précis, était en situation de force, mais il fallait qu'il décide d'opter pour le choix où il aurait sa survie, où il aurait sa garantie. Quand Soro Guillaume a constaté que la balance s'inversait pour Ouattara et s'était plié, il a fait ce qu'il avait à faire. Je répète ce que j'ai dit. Soro était courtisé par l'ensemble de la classe politique. Oui.
Soro était courtisé par l'ensemble de la classe politique. Il écoutait, il observait les démarches des uns et des autres. Ça veut dire que Ouattara aussi courtisait Soro. Ça veut dire que quand je dis courtiser, il discutait. Il a pesé le pour et le contre et il a su à quel moment glisser. C'est tout. Il n'y a pas de mystère. Et on va aller plus loin. Je vais vous le prouver. Vous êtes persuadé que c'est Nadi Bamba qui... Nadi Bamba avec la rébellion? J'aurais appris même que la mère de Nadi Bamba aurait eu une relation avec Youssouf Bakayoko. Youssouf Bakayoko était du PDCI RDA. À condition qu'on me dise qu'il était du PDCI RDA et il était en même temps RDR. Mais il y avait une alliance qui s'appelait le RHDP. Ok. On va aller sur la stratégie. On va aller sur la stratégie d'Alassane Dramane Ouattara. Ce que vous n'avez pas compris depuis. 2010. Écoutez très bien. 2010. Qu'est-ce qui se passe? On sait tous ce qui s'est passé. Où était Madame Nadiani Bamba quand on était dans la situation la plus chaude? Madame Nadiani Bamba, je pense qu'elle n'était pas en Côte d'Ivoire. Tous les proches, je dis bien tous les proches de Laurent Gbagbo, ceux qui sont pris, ceux qui ne sont pas pris, ont leur compte gelé. Madame Nadiani Bamba a même ses comptes d'abord bloqués. Elle fait une demande et sa demande, la réponse est incessante. Je mets un point d'interrogation à cela. C'est mon droit. Je me dis à ce moment précis. Mais tous les pro-Gbagbo sont traqués. On sait tous où on chuchote dans les oreilles que Madame Nadiani Bamba est une compagne officieuse de M. Laurent Gbagbo et non officielle à cette époque. Mais par quel moyen de coercition elle a ses comptes qui sont dégelés? C'est intéressant. Parce que si Ouattara en question traque du pro-Gbagbo, qu'est-ce que Mme Nadiani Bamba a donné comme élément de preuve au pouvoir Ouattara pour qu'on puisse dégeler ses comptes? Voici des questions qui sont pertinentes et auxquelles on doit réfléchir. Personne ne veut réfléchir. J'invite les militants du RDR, vous qui êtes sur les panels, pour dire que Dieu est en train de faire le combat de Ouattara, allez lui poser la question. Qu'est-ce qu'il a vu dans les comptes des autres et il les a bloqués? D'accord? D'accord? Non, décision de la Cour européenne. Mais on sait qui est parti parler au Parlement européen. Je vous rappelle qu'ils étaient au Golfe et Mme Ouattara est partie en Belgique. Et certains, sur quelle base décision de la Cour européenne n'est-elle pas influencée ou influençable? L'Union européenne ne soutenait pas une partie des cas en Côte d'Ivoire? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qu'il faut se poser. J'ai vu un commentaire qui m'a fait rire. Il dit, les filtres, non, j'ai juste un projecteur derrière. Sinon, c'est comme ça je suis. Ceux qui m'ont vu en vrai, ils vont te dire, c'est la même tête. Alors, on va être sérieux. Je dis bien. Je dis bien. Qui sont celles, d'accord, qui soutenaient Ouattara? L'Union européenne. Donc, j'ai dit aux gens du RHDP, comme vous êtes tellement juste, allez poser la question. Pourquoi Ouattara, puisqu'on dit Nadi Bamba influence tellement, elle n'est pas bien. Pourquoi son compte n'a-t-il pas été gelé? C'est la question qu'il faut se poser. On va aller plus loin. On va aller plus loin. Donc, Madame Nadiani Bamba, on va dire, elle a la chance. Elle a la chance, c'est ça? Elle a la chance, ses comptes sont dégelés. On vient maintenant au FPI. Il y a deux postures. Il y a une seule posture au FPI. Une seule posture. Cette posture-là, c'est Miaka Oreto qui gère ça. Le FPI, comment est démantelé? Beaucoup sont arrêtés, d'autres sont en exil. Ceux qui tiennent la maison, là, tu as Mamadou Koulibaly, tu as Miaka Oreto, et tu as les gens qui sont là, sur place, qui sont disparates. Il y a deux propositions. Deux propositions. Mamadou Koulibaly, lui, il dit, c'est vrai qu'on a perdu le pouvoir, mais il faut continuer à faire la politique. Les pro-Gbagbo, il y a un clan, géré par Miaka Oreto, ils disent non. Actuellement, là, on ne peut pas reconnaître le pouvoir de Ouattara. Voici le vrai bang-bang.
Là, on est dans 2011. On est dans 2011 où ils ont perdu le pouvoir. Il y a deux clans. Mamadou Koulibaly dit il faut que on reconnaisse ce pouvoir-là et qu'on commence à jouer, à participer aux jeux politiques. Des gens pointent du doigt. Mamadou Koulibaly en dit si tu as un traite, il faut nous dire. Et puis il y a les Miaka Reto, tout cela, ils consultent la base. La base dit on n'est pas prêt à reconnaître le pouvoir de Ouattara. C'est comme un peu ce qui s'est passé avec le 3e mandat, le 4e mandat. C'est un peu ça, c'est un peu ce qui s'est passé. Mais est-ce que la posture des militants, de la base militante du FPI de l'époque, était-elle justifiée? Oui, elle était justifiée. Parce que pour eux, ils ont remporté les élections, le Conseil constitutionnel a tranché, il y a un mandat onusien qui est venu imposer quelqu'un, c'est leur narratif. Et vous ne pourrez jamais enlever ça dans leur tête. On monte, on descend, vous ne pourrez... De la même manière que des souris sont convaincus que Ouattara a gagné, le RDR est convaincu, eux, ils ont leur narratif. Est-ce que c'est leur droit? Oui, c'est leur droit. Vous ne pourrez jamais enlever ça de leur tête. Donc, au sein du parti, il y a deux tendances. Parce qu'on leur a arraché le pouvoir brutalement. Beaucoup sont arrêtés, beaucoup sont en exil. D'autres disent que ce n'est pas le moment de venir quelques mois reconnaître le pouvoir de Ouattara et participer à une vie politique comme si elle existait, comme si elle fonctionnait normalement. Et c'est leur droit. Mamadou Koulibaly, à partir de ce moment, décide lui de faire bande à part. Parce que lui, ce qui le gêne, c'est le fait que M. Laurent Gbagbo soit vu comme une forme d'accord de messie et d'idole. Miaka Reto, tant bien que mal, d'accord, tient la maison FPI. Afin Guessan sort. Quand Afin Guessan sort, regardez les premières démarches d'Afin Guessan, il est dans la trempe, d'accord, de Miaka Reto, il est dans la trempe de Aboudraman Sangaré. Ceux qu'on appelle les Gors, les ancêtres des Gors, des Gbagbouriens, celui qu'on appelait Aboudraman Sangaré, qu'on appelle le gardien du temple. Et c'était un proche de Gbagbo. Mais parmi les gens dans l'entourage d'Aboudraman Sangaré, là, qui avait qui? Il y avait Simone Eivé Gbagbo. Simone Eivé, celle aujourd'hui qui est la maman de certaines personnes là, elle était avec Aboudraman Sangaré. Et donc Aboudraman Sangaré tient la maison aussi parce qu'il était en prison, il sort, il tient la maison avec Miaka Reto. Afin Guessan sort, dès les premiers mois, Afin Guessan est dans la même ligne de ne point reconnaître le pouvoir. Je vous donne ces éléments-là, c'est très important, de ne point connaître le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Ils sont opposants. Il y avait ce camp-là. En fait, en ce moment, le FPI parlait d'une seule voix. Il parlait d'une seule voix, c'est-à-dire il y avait une seule tendance qui était de ne pas reconnaître le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. En fait, c'est comme ce que l'on voit au 3e et 4e mandat. D'accord? Donc, le pouvoir Ouattara souffrait un peu d'un manque de reconnaissance de la part d'une partie de l'opposition. D'accord? De la part d'une partie de l'opposition. Et c'était un peu compliqué. Mais après, je vous donnerai la stratégie de Ouattara, comment faire pour fonctionner. Donc, cette situation-là, et puis quelques mois, on voit un Afin Guessan qui décide, lui, de prendre en main le parti politique. De prendre en main le parti politique et de rentrer, d'accord, dans le jeu politique en engageant une forme de dialogue avec le RHDP et le RDR de l'époque pour pouvoir jouer, être dans le jeu politique. Une partie des militants de Gbagbo Laurent ont dit non, il n'en est pas question. Gbagbo Laurent est enfermé, nos cadres sont enfermés, on ne peut pas en ce moment-là participer à un quelconque dialogue avec ces gens. Ok? Avec ces gens. Afin Guessan, il est dans une posture avec son groupe qu'il faut aller, il faut rentrer dans le jeu politique, il faut négocier. Voici la pomme de discorde qui commence à naître véritablement. Cette pomme de discorde-là va faire l'objet d'un précédent juridique. Ce précédent juridique, bizarrement, donnera raison à Afin Guessan. C'était une première en Côte d'Ivoire. Et on se rappelle de la visite de François Hollande, où Afin Guessan sort de sa rencontre, il annonce que le FPI, on lui pose la question, il annonce que le FPI va participer aux élections de 2015. Or, la plupart des gens qui étaient au niveau du FPI, dans la branche proche de Laurent Gbagbo, d'Aboudraman Sangaré et autres, pesaient sur le jeu politique par rapport à l'incarcération de certaines personnes de l'exil. Tant qu'il n'y avait pas ces conditions de libération, tant qu'il n'y avait pas ces conditions d'accord de retour d'exil, il était impossible pour eux, bien évidemment, de participer au jeu politique. Voici la pomme de discorde. Pour le bonheur de qui?
Cette pomme de discorde, elle existait pour le bonheur de qui? D'Alassane Dramane Ouattara. D'Alassane Dramane Ouattara. Et ceux qui étaient associés à l'époque à Alassane Dramane Ouattara. En fait, il ne faut pas chercher midi 14. Je le dis pour ne pas que vous soyez déconcentrés. On va arriver au bout. Simone Yvé, d'accord? Simone, et j'ai parlé de Nadi Bamba. Donc, on va revenir à Nadi Bamba. Je vous ai dit, je suis resté sur la fin du compte qui est dégelé de Madame Nadi Bamba, n'est-ce pas? Voilà. J'ai bien commenté dit Nadi Babo. C'est une question d'habitude, c'est tout. D'accord? Faut que ça vienne, sinon c'est pas. Soro Guillaume, à cette époque, il était avec le clan du RDR. Soro Guillaume était avec le clan du RDR. Donc Soro Guillaume même reprochait aux autres d'être en exil, de rentrer. Il y a une bonne justice. C'est des faits. Et ça, on ne peut pas maquiller. Mais pourquoi Soro Guillaume dit? Mais parce qu'il était avec eux. Ça vous choque? Il était avec eux. Jusque-là, on est bon. Ok. On évolue. Donc, certains sont en exil. D'accord? D'autres décèdent dans des conditions très louches, bizarres. Moi, je vais préférer qu'on fasse même des... Bon, bref. Et puis, on évolue dans la vie politique. On évolue dans le marigot. Simone Yvé Gbagbo sort. On a les procès à la haie. Bien sûr, d'accord? On a les procès à la haie qui commencent et autres. Et puis, Abou Dramane Sangaré part. Quand Abou Dramane Sangaré part, il décède. Abou Dramane Sangaré décède, ça porte un coup au parti. Parce que c'était un élément clé. Il décède à la clinique Farah. C'est un événement très triste. Et très très triste pour moi personnellement. Parce que c'est quelqu'un que j'appréciais énormément. Il décède à la clinique Farah. Simone Yvé Gbagbo, d'accord, est père. Simone Yvé Gbagbo, père. Quelqu'un qui était une forme, d'accord, de tremplin, de trait d'union, d'accord, avec Laurent Gbagbo de l'autre côté. Le décès d'Abou Dramane Sangaré. La dissidence FPI, c'est-à-dire le FPI reconnu par le gouvernement de Côte d'Ivoire, d'Afin Guessan, mène tant bien que mal son train de vie. Mais il manque, d'accord, du sceau de celui qu'on appelle Laurent Gbagbo. Il manque de ce sceau-là. Et ça les a fait mal. On va venir jusqu'à... On va venir à partir de la partie du moment fâcheux. Le moment fâcheux entre Soro Guillaume 2017-2018, entre Soro Guillaume et le RDR. Le moment fâcheux entre Soro Guillaume et le RDR, la carte politique commence à se redessiner. Parce qu'on n'y s'attendait pas forcément. On ne s'y attendait pas forcément. Et aussi, d'accord, la séparation du PDCI RDA du RDR. Voici comment le RDR va commencer à battre ses cartes maintenant. Écoutez très bien. Elle a battu ses cartes, elle va jouer sur plusieurs fronts. C'est-à-dire que les demandes, les réclamations qui étaient faites par les Gore dans les premières années vont commencer à faire l'objet de véritables tractations entre la période du troisième mandat, d'accord, de Ouattara, du troisième mandat de Ouattara et autres. C'est-à-dire qu'il fallait passer le cap de 2020 et commencer à rentrer dans une forme de réconciliation où les exilés rentreraient, d'accord, où on allait mettre une forme d'ossature, de dialogue véritable. Parce qu'au niveau de la haie, vous savez qu'il y avait du mouvement. Ils ont attendu d'abord même que ils ont attendu de faire leurs élections du troisième mandat là pour bien s'asseoir. Et puis un an après, en 2021, ils ont dit à Gbagbo de rentrer. Les tractations se faisaient partout. Donc il fallait reconfigurer l'opposition. La reconfiguration de l'opposition. Avoir des oppositions, bien évidemment, qui ont l'air d'être présentes, mais aussi dociles et pacifiées. Je ne rentrerai pas dans trop de détails, sinon je risque de me perdre. Mais vous allez le voir. Laurent Gbagbo rentre. Quand il rentre, vous avez assisté au spectacle dont tout le monde parlait. La vie politique se mène tant bien que mal. Et puis on est là, on voit que Laurent Gbagbo, on parle de Laurent Gbagbo, doit-il récupérer le FPI? Qu'est-ce qu'il va faire? Le même coup en fait qui a été proposé à Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo avait une longueur d'avance, il déjoue. Si Laurent Gbagbo voulait prendre la présidence du Front populaire ivoirien, comme on nous le faisait croire, ils allaient aller dans une affaire juridique qui allait perdre du temps
à Laurent Gbagbo de déployer son activité politique. Bien évidemment, Laurent Gbagbo revient au pays. Donc, l'ossature et l'observation, il est resté avec des gens qui l'entouraient depuis un moment. On l'a ressenti dans ses premières nominations et ça crée des frustrations, d'accord, parmi les anciens, parmi certaines personnes, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait une forme de groupe qui était autour de Laurent Gbagbo et ces gens-là, d'accord, étaient là pour mettre la main sur Laurent Gbagbo. C'est intéressant hein, ce que je suis en train de dire. Écoutez bien où je vais en venir. Et puis, on a Charles Blé Goudé, bien évidemment, avec son COJEP, qui lui, si vous remarquez, Charles Blé Goudé en tant qu'homme politique, s'est toujours présenté comme le successeur politique de l'héritage de Laurent Gbagbo. Le successeur, l'héritier politique de Laurent Gbagbo. Il nous disait cette fameuse phrase, une élection où Laurent Gbagbo, d'accord, doit se présenter. S'il se présente, je ne me présente pas. D'accord? Une élection, Laurent Gbagbo, c'est mon père, c'est mon temps, c'est mon temps. Vous vous rappelez sur Afrique Média à l'époque avec ses différentes sorties. Donc, il voulait être en fait, d'accord, le successeur tutélaire de Laurent Gbagbo. Il a toujours, sans militer dans son parti politique, mais il voulait avoir ce saut-là de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Mais pour avoir le saut de Laurent Gbagbo, il y a d'abord des batailles internes. Il faut être au courant de ce qui se passe dans les batailles internes. Et voici maintenant, à partir de ce moment, d'accord, la pomme de discorde. L'héritage semble lointain. L'héritage semble lointain. N'est pas si facile que cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une troisième personne qui sort de nulle part. Il y a une troisième personne qui sort de nulle part. Cette personne-là nous surprend. Stéphane Kipré. Stéphane Kipré. Qui est Stéphane Kipré? Stéphane Kipré, pour certaines personnes, est un personnage plus ou moins sulfureux. Stéphane Kipré était, bien évidemment, avant même il était au MFA. C'est le neveu de M. Joël Nguessan. Vous voyez le monsieur qui a un problème physique là, d'accord, qui était au RDR, RHDP. Je crois qu'il a été ministre même, d'accord. Mais Stéphane Kipré était au MFA. Il ne faut pas oublier que le MFA était dans le G7 en association, bien évidemment, avec, comment on dit, ils étaient en alliance avec le RDR, en alliance aussi avec, comment on dit ça, avec les forces nouvelles. Et Stéphane Kipré, Jeanne, calme-toi, on va venir dans Jeanne. Au début, il n'était pas d'abord Jeanne. Et Stéphane Kipré, par l'entremise, selon certaines informations que j'ai eues, d'accord, certaines informations que j'ai eues, Stéphane Kipré, par l'entremise de quelqu'un qui est très proche de la famille Gbagbo, d'accord, hein, aurait mis en relation, d'accord, l'une des filles de Gbagbo qui fréquentait son église, et bien évidemment Stéphane Kipré. Et c'est ainsi que Stéphane Kipré est devenu le gendre, d'accord, le gendre de la famille Gbagbo. Stéphane Kipré, est-ce le destin ou le hasard ou certain opportunisme? À partir du moment où il épouse la fille, il crée par la suite... je vois les commentaires. Il faut laisser affaire de MFA Naki. Je ne suis pas venu pour faire l'historique d'Anaki, sinon je suis très bien placé. On va aller dans quelque chose. Stéphane Kipré, qui par la suite, maintenant, bizarrement, je ne sais pas si c'est le destin qui fait, mais son intérêt pour le MFA change et il va créer l'Union des Nouvelles Générations, l'UNG. D'accord, l'UNG, avec, bien évidemment, avec même le baptême et le sceau de Mme Nadiani Bamba. Parce que je pense que le premier siège de l'UNG, Mme Nadiani Bamba, il faut que je retrouve mes informations. Mme Nadiani, en tout cas, aurait contribué, d'accord, pour l'UNG. Donc, il est le gendre. Bon, des gendres, il y en a dans toutes les familles. Pourquoi Stéphane Kipré est sulfureux? Parce que c'est quelqu'un qui est proche du monde des affaires. Et Stéphane Kipré a été mentionné, d'accord, a été mentionné, bien évidemment, dans certaines situations qui n'ont pas fait l'objet, attention, qui n'ont pas fait l'objet ni de procès, ni d'enquête d'aucun gouvernement. C'est-à-dire qu'on suspecte Stéphane Kipré d'avoir pris du pognon sous Laurent Gbagbo, mais ceux qui donnent même cette information, si vous êtes sûr de votre information, l'État est une continuité, pourquoi Stéphane Kipré n'a jamais été interpellé? Je pose la question aux gens du RDR. Vous savez, l'État est une continuité. Il y a des procès qui n'ont pas eu lieu sur Laurent Gbagbo, que vous, RDR, quand vous êtes venu au pouvoir, vous avez lancé des enquêtes et lancé des procédures pour pouvoir arrêter ou interpeller. Pour le cas de Stéphane Kipré, vous le dites officiellement. Moi, j'ai vu même une sortie d'Ahmed Bakayoko qui accusait Stéphane Kipré dans les débuts. Mais pourquoi Stéphane Kipré semble intouchable? Pourquoi Stéphane Kipré semble intouchable?
C'est là le jeu de dames et le jeu des pions. Pourquoi Stéphane Kipré, d'accord, semble intouchable? Je pose la question RHDP. Vous êtes convaincu que M. Stéphane Kipré a fait des choses? L'État, c'est une continuité. Ce pognon, il est passé où? Si Laurent Gbagbo l'aurait protégé, il est son beau-père, il fut son beau-père. Mais pourquoi vous n'avez pas, en fait, d'accord, Stéphane Kipré, vous n'avez pas mis la main sur lui? Et bizarrement, Stéphane Kipré même dressa une liste aussi pour le retour de certains exilés. Ça, c'est un fait. C'est pas moi qui l'ai dit. J'ai lu même sur la page de M. Lago Fabrice qui disait qu'il rentrait, qui est un proche, celui qu'on appelle Steve Biko, qui est un proche de M. Stéphane Kipré. Moi, à l'époque, je crois, il y a 5 ans, quand je faisais des enquêtes, je faisais des lives avec des sources documentées concernant M. Stéphane Kipré, je me suis posé cette question. Pourquoi le RDR, étant au courant des malversations de M. Stéphane Kipré, pourquoi M. Stéphane Kipré, vous n'avez pas enquêté ou fait des investigations? Normalement, ça allait en fait même vous arranger. Ça allait vous arranger. Parce qu'au moins, vous allez prouver que Laurent Gbagbo, en fait, d'accord, nourrit gracieusement des gens de son entourage. J'ai vu un commentaire. Le commentaire dit c'est à cause des accords politiques. Ah bon? Donc des accords politiques aussi, le RDR, ça en fait. C'est pas nouveau. C'est Gbagbo qui fait des accords politiques. Ah, donc on fait des accords politiques, mais c'est de l'argent, non? C'est pas l'argent du contribuable. On n'a pas dit à Gbagbo que Gbagbo donne 2 milliards à la France. Donc des gens aussi font des accords politiques. Donc vous aussi, pour vous laisser l'argent du contribuable et vous laissez les gens. Ah d'accord, donc c'est pas Gbagbo seul qui le fait. Donc ça a déjà existé. Ok, mais pour l'instant, allez poser la question. Comme vous êtes honnête, vous êtes très honnête, vous êtes très élégant sur la gestion de l'argent du contribuable, allez poser la question à votre gouvernement. Mais on sait que Stéphane Kipré n'est pas bon. Mais pourquoi on l'attrape pas? Pourquoi on ne fait pas un procès? Parce que si vous faites le procès de Stéphane Kipré, si Gbagbo est pointé du doigt, c'est pas la faveur de Gbagbo. Vous allez encore être conforté pour dire que Dieu est avec Ouattara. Ah d'accord, ou bien Stéphane Kipré il est intouchable. Donc j'ai dit Stéphane Kipré. Donc Stéphane Kipré rentre, prend une place, d'accord, une place qui est gênante vis-à-vis, d'accord, du potentiel successeur. Parce que c'est une guerre de succession. C'est une guerre de succession. Ce nom auquel on assiste, c'est une guerre de succession. C'est une guerre de succession. Donc certains ont pu manger, d'accord, et puis il y a un qui s'est casé, il y a un qui est en exil, et il y a un qui est au pays. Ils sont 3. J'ai déjà fait cette vidéo-là à l'orée de 2019. J'ai dit, il y a 3 personnages qui ont des mêmes caractéristiques. D'accord? Qui ont les mêmes caractéristiques. Kakabé. C'est Konan Kwadjo Bertin, non? Ouais, Konan Kwadjo Bertin. Soro Kibafori Guillaume. Et Charles Blé Goudé. Les 3 sont issus de familles modestes. Les 3 sont issus de familles modestes. Jeunes, étudiants, ils étaient intéressés par la politique. Et ils ont eu 3 destins différents. 3 destins différents. Soro accède à des postes très tôt. Il passe par un chemin qui est la rébellion. Konan Kwadjo Bertin fait du militantisme, mais il voit que ça ne paye pas. Le militantisme au PDCI, parce que le PDCI, il faut être issu d'un grand réseau. Quand il dit d'un grand réseau, des grandes familles, c'est comme ça les partis politiques sont. D'accord? Donc, voilà. Ou en tout cas, il faut avoir le parrainage de quelqu'un de puissant pour pouvoir... Donc, le gars, il allait manger. Je vous l'ai dit clairement, il allait manger. Allez demander à ses amis, il allait manger. Et puis, il est aujourd'hui au Gabon. Et puis, Charles Blé Goudé, il a saisi une opportunité en temps de crise. Tribun, hors pair, qu'on connaît. Et puis, vous connaissez aujourd'hui sa fin. Mais on va venir à cela. D'accord? C'est 3 parcours. Mais ils sont issus des familles modestes. Et ces éléments-là, je vais vous dire, ces éléments, c'est des éléments importants. Famille modeste, Laurent Gbagbo en parle souvent, hein, parce que c'est un fait. Laurent Gbagbo dit, je suis un enfant de pauvre. Et en Côte d'Ivoire, un enfant de pauvre qui fait la politique, pour que tu arrives au sommet, c'est pas évident. C'est une réalité. Pas, ne négligez pas cet élément-là. Le critère social est un aspect très important politique, même chez les Blancs. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a Stéphane Kipré qui sort de nulle part. Stéphane Kipré débarque. Et Stéphane Kipré veut aussi s'imposer. Veut s'imposer parce que Gbagbo suscite des convoitises. Gbagbo Laurent suscite des convoitises. Qui va prendre, qui veut hériter, d'accord, du poids politique de Laurent Gbagbo? C'est quand même fou, hein, parce que Gbagbo, on le traite de léger, il a été léger dans sa gestion, il a été... Mais il faut reconnaître, Gbagbo Laurent,
Ils veulent hériter, des gens veulent exister en politique, détenir l'héritage de Gbagbo Laurent. Le vrai combat s'axe autour de là. Monsieur Charles Blé Goudé voit que ça ne va pas être si évident de prendre cet héritage-là. De prendre cet héritage. Mais en même temps, il y a une sorte de frustration. Parce que Stéphane Kipré a un petit peu le cheveu sur la soupe. Il débarque de nulle part. Il a un élément qui est avec lui, l'aspect financier, qu'on ne peut négliger. D'accord? Et il prend plus de pouvoir. Mais nous, les anciens compagnons de l'époque, qui étions avec Laurent Gbagbo, qui avons souffert, nous, on va nous écarter comme ça, et puis un gars va débarquer là, parce que peut-être il a le sceau d'une personne qui serait proche de Laurent Gbagbo. C'est la question. Et c'est ce vrai point. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais est-ce que le RDR néglige cet aspect? Vous pensez que le RDR néglige cet aspect? Non! Le RDR est loin de négliger cet aspect. Et le RDR va en jouer de cet aspect. C'est ce qui est intéressant. Comme au sein du PDCI RDA, Konan Kwadjo Bertin dit Kakabe veut exister. Il veut qu'on l'entende plus au sein du PDCI RDA. Mais les gens ne sont pas prêts. Mais le RDR va en profiter. Et Bertin se retrouve aujourd'hui ambassadeur. Vous croyez que c'est un jeu? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ok. Il y a des entremetteurs au sein. Les entremetteurs actuels, à l'époque, ce n'était pas les entremetteurs. Les entremetteurs au sein du RDR. Le principal, l'expert, il s'appelle Ahmed Bakayoko. Je répète, l'entremetteur principal qui échangeait avec l'opposition, que l'opposition aimait. Ah, je ne sais pas pourquoi on l'aimait, mais une bonne partie de l'opposition, quand on cite ce nom-là, je ne sais pas pourquoi ils aimaient ce monsieur, Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, je cite entre autres aussi Adama Bictogo. Je vais vous dire clairement, parce que les gens pensent qu'on est ignorant. Adama Bictogo. Un troisième nom, Sissé Ibrahim Bakongo. Voici des gens qui échangeaient avec des gens. Non, on le sait, hein, c'est pas mal. Je vais faire comprendre aux gens qu'on le sait. Mais le RDR l'utilise. Le RDR l'utilise. Mais quand le RDR l'utilise, ils savent, il faut casser, il faut cogner les têtes. Il faut cogner les têtes. Et c'est ce que je déteste le plus dans la politique en Côte d'Ivoire. On cogne les têtes. Les gens sont comme des enfants. Je ne vais pas vous dire quelles sont les raisons. Ça ne sert à rien. On va rester dans le même sujet là. Pour ne pas, qu'on aille dans tous les sens. Et donc, ça veut dire que M. Stéphane Kipré certainement échangeait avec des pontes du pouvoir. Oui. Mais est-ce que M. Charles Blé Goudé n'a pas échangé avec des gens du pouvoir? Est-ce que M. Soro, le même Soro dont on parle, Kéchina dit là, n'est pas allé voir Blé Goudé? Blé Goudé l'a-t-il mis à la porte? D'autres émissaires de Soro ne sont pas allés voir M. Charles Blé Goudé? En ce moment, les amis de Charles Blé Goudé qui vomissent sur les temps, vous ne vomissez pas sur ça? Ou bien vous faites aussi comme les Gors, les Gbagbouriens. Quand c'est les Gbagbouriens, ils disent ah non, bon, les souris. Mais pourquoi à l'époque aussi vous n'avez pas craché aussi dessus? C'est bizarre. C'est très bizarre. On va évoluer. On va évoluer. Et donc, M. Laurent Gbagbo doit rentrer. M. Laurent Gbagbo doit rentrer. Mais on a l'impression qu'autour de M. Laurent Gbagbo, il y a une forme de colonne qui ne permet pas qu'on ait accès au président Laurent Gbagbo. Et ça commence à déranger. Ça commence à déranger. Et j'entends un nom qui ressort souvent. Je l'entendais sur Facebook. Des gens se levaient, devenaient des avocats d'une personne qu'on ne connaît pas vraiment. Madame Nadiani Bamba, à l'époque. Et puis, il y a d'autres qui ont créé aussi un truc en parlant pour Madame Simone Eivé Gbagbo. Mais le RDR suivait et le RDR disait, tiens, c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a une occasion encore là pour taper dans la galaxie Gbagbo Laurent. Eh oui. Mais le sujet même en lui-même, quel est le poids de Madame Nadiani Bamba, le poids politique de Madame Nadiani Bamba
et le poids politique de Mme Simone Veil Gbagbo. C'est incomparable. En fait, c'est ce qui est fou. C'est incomparable. Mme Nadiani Gbagbo n'a pas de poids politique, quand je dis poids politique, sur le chiquier national et en termes même de perception politique, elle n'en avait pas. Peut-être elle était dans les bruits, dans les cercles d'influence. Et c'est intéressant. Parce que j'ai vu des gens avec lesquels je discutais, ils me disaient que Mme Nadiani Gbagbo fait de la politique. On la voit maintenant dans les meetings. Mais on a vu Mme Dominique Ouattara dans des meetings du RDR. Il n'y a pas quelqu'un du RDR ici qui peut me dire qu'il n'a jamais vu. Je ne parle pas des campagnes présidentielles. Hein. J'ai dit même campagne politique du RDR. Dominique Ouattara a participé à des campagnes politiques du RDR où elle a fait des déclarations phares. Mais en 2020, quand ils vont rencontrer Emmanuel Macron, qui est au devant même en fait, même pour la rencontre avec Emmanuel Macron, pour aller peser, d'accord, de tout son poids. Il y a quelqu'un qui dit que j'ai quelque chose dans le nez. J'ai absolument pas dans le nez. En fait, j'ai de très grosses narines. Tout simplement, ne me déconcentrez pas. Je suis un noir, c'est normal, j'ai des grosses narines. Pour aller peser de tout son poids auprès d'accord de Macron pour donner des garanties pour le 3e mandat. Qui pèse de tout son poids. Mais celle qui est devant, tout le monde dit, c'est madame, d'accord, tout le monde dit, mais c'est madame Dominique Ouattara, par son cercle d'influence. Là, elle ne fait pas la politique. Elle ne fait pas la politique. Elle ne fait pas la politique, là. Quand elle va peser de tout son poids dans son cercle d'influence pour pouvoir échanger avec Macron par rapport au 3e mandat. Là, on dit qu'elle ne fait pas de la politique. Là, elle ne fait pas de la politique. Quand c'est Dominique Ouattara, elle ne fait pas de la politique. D'accord? Elle ne fait pas de la politique. Donc, ne venez pas nous dire que oui, ne venez pas nous dire ça. Donc, à partir de ce moment, il y a des clans qui se forment. C'est clair qu'il y a des clans qui se forment. Il y a le clan des anciens qui disent que ce sont des gens de Gbagbo fidèles. Et puis, il y a, d'accord, la nouvelle garde. La nouvelle garde qui est autour de Laurent Gbagbo, qui grimpe aussi en termes de compétences et même de légitimité autour de Laurent Gbagbo. Mais on va venir sur le cas des Picasse. Mais Picasse, pourquoi vous voulez que je parle de Picasse dans la succession? Si Picasse doit être il doit être l'héritier de Laurent Gbagbo, tant mieux. C'est Laurent Gbagbo qui désignera son successeur. Ou bien vous allez dire que c'est Nadi Bamba, d'accord? C'est Nadi Bamba, en fait, d'accord, qui va désigner le successeur. Bon, bref. Donc, et on voit la fameuse scène en fait, d'accord, de l'aéroport. Scène qui était vraiment triste. Cette scène-là elle n'était pas jolie à voir. On n'en avait pas besoin. Mais elle s'est faite. Elle s'est faite. Maintenant, je ne connais pas les détails de ce qu'il y a sur le plan conjugal de M. Gbagbo et Madame Simone Veil Gbagbo à l'époque et Madame Nadiani Gbagbo à l'époque. Je ne sais pas. Mais c'était pas une belle scène. Ça, c'est clair. C'était pas une belle scène. On aurait voulu une scène à la Mandela. Ok, c'est les plus jolies. Mais à partir de là, la vie politique, elle continue son bonhomme de chemin. D'accord? Son bonhomme de chemin. Et la vie continue. Et donc, qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les personnes qui sont tout autour de M. Laurent Gbagbo ont des contacts avec le clan Ouattara? Les personnes, je vais dire la nouvelle garde. Je dirais que oui. Je dirais que oui, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la lettre du continent, c'est Jeune Afrique et compagnie. Mais en temps, le jeu politique, il a complètement changé. Soroki Bafori Guillaume qui était avec le RDR est en exil. Il a quitté, d'accord, la Côte d'Ivoire, il est en exil. Henri Konan Bédié qui était avec le RDR, bien évidemment, à cette époque-là, il n'est plus en odeur de sainteté. Le RDR se trouve en plein ballottage. Il faut maintenant remplir le jeu politique, mettre des acteurs politiques comme s'il y a une vie politique qui est régulée pour que certaines personnes, pour qu'en fait le RDR ne s'isole pas comme le seul parti. Il ne faut pas créer nécessairement, il ne faut pas créer des coalitions des gens aux alentours. Donc il joue maintenant, il abat les cartes. Donc on est semblant, d'accord, de rétablissement d'un clan des gens de Gbagbo avec le RDR, une forme de dialogue. Une forme de dialogue où les gens commencent à exercer politiquement, même ceux qui sont proches les gens du PPACI, quand ils vont m'écouter là, ils vont comprendre. Voici comment Ouattara joue. Donc maintenant, on participe sur des émissions d'NCI 360, des représentants du PPACI, on renvoie ceux qui viennent, d'accord, du Ghana, mais on leur dit en cachette, attention, vous êtes venus, mais il y a des manières de parler. C'est pas moi qui le dis. Rappelez-vous de l'interpellation, d'accord, de M. Kouyaté à M. Damana Adia Picasse, et je crois même quoi, Justin. Vous comprenez. Et puis les Ivoiriens, on sent que la tension commence à se rabaisser. Les gens pensent que
Ils pensent que voilà, le jeu démocratique est ouvert. Le jeu démocratique est ouvert. Non. Alassane a vu que quand il y a des gens étaient écartés, le fait d'être seul, ça pouvait en fait concilier les gens aux alentours et même à l'extérieur. Et puis on pouvait... Non. Allez, rentrez. Les exilés, rentrez. Venez commencer à exercer. Mais ça, c'était pour programmer 6-5 ans. En ce moment-là, Madame Nadiani Bamba, qui n'était pas encore Gbagbo, était à tous les événements, tranquille dans son coin et autres. Madame Simone Eyivé aussi était là. Mais en ce moment, Charles Blé Goudé, en termes de calendrier, ils ont attendu. Si Ouattara voulait que Charles Blé Goudé rentre le même jour que Gbagbo, il allait rentrer. Mais c'est lui qui décide. Pourquoi il a décidé? Parce que le calendrier est agencé pour faire entrer chaque acteur. Vous comprenez? C'est un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs. Et vous ne comprenez pas en fait. Ça, c'est la technique du RDR. C'est un jeu d'échecs. Et vous êtes tombé dedans. Vous êtes tombé dedans. Si Ouattara voulait que Charles Blé Goudé ait son passeport et qu'il rentre au moment où Gbagbo était rentré, il allait délivrer. C'est pas Ouattara qui a fait délivrer le passeport de Thiam. C'est pas Ouattara qui a fait délivrer le passeport de Thiam. C'est eux qui décident. C'est eux qui jouent la musique de l'accordéon. Si vous êtes sensible, vous êtes avec les émotions, vous tombez dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Charles Blé Goudé fait ses déclarations à l'extérieur. Mais Charles Blé Goudé aussi, il se dit, mais attends, des gars avec lesquels j'ai lutté, et puis j'ai l'impression qu'ils sont dans les bonnes grâces de ceux qui sont à Abidjan. Des gens pour lesquels j'étais en prison. Donc maintenant, Charles Blé Goudé fait des déclarations. Si mon papa appelle celui qui est là-bas, mon frère, d'accord, c'est comme c'est mon oncle. Il faut exister dans le jeu politique. Il faut faire des déclarations choc. Il faut aussi faire amende et patte blanche pour donner des garanties au RDR. Que si tu rentres là, d'accord, le Charles Blé Goudé qu'on connaissait à l'époque qui était impétueux parce que Gbagbo est là, il faut te calmer. Mais ils sont rentrés dedans. Les clics, ils sont rentrés dedans. Quand il dit le clic, Blé Goudé aussi, il a son groupe. Il a son groupe. Il est rentré et il est très bien rentré. Parce que quand il est rentré, il pensait avoir des garanties. Ils sont beaucoup, hein. Ils sont nombreux. Avoir des garanties et puis se lancer politiquement derrière encore Gbagbo. Mais ce n'était pas le cas, la porte était fermée. Donc lui aussi, maintenant, il a pris sa direction. Avec, bien évidemment, notre très cher tonton Ibrahima Cissé Bakongo. Et bien évidemment, Claude Saï, les hommes de l'ombre, d'accord, qui par la suite, maintenant, aujourd'hui, sont avec Touré Mamadou. Tout ce que vous avez vu, c'est un film, en fait, qui est tracé. Et le RDS appuie sur les notes. Donc, Madame Nadi Bamba, elle était toujours dans son petit coin tranquillement, reconfortée, pensant que, effectivement, que la communication serait bien rétablie avec ces gens. Mais, ça, il faut me le dire. Mais, son temps passé, c'est-à-dire les bonnes grâces vis-à-vis de Ouattara, c'est passé. Parce que le RDN n'a plus besoin de Madame Nadiani Bamba. Ils n'ont plus besoin. Et comment ils ont fait? Pourquoi j'ai dit ils n'ont plus besoin? Ils n'ont plus besoin même de M. Stéphane Kipré. Je vais vous dire clairement. Vous voyez M. Stéphane Kipré, il a été enlevé de son poste de vice-président. C'est la lucidité de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a laissé le parti parler. Allez-y. Et le parti ne voulait pas participer. On revient à ce qu'on a dit depuis le début. Quand je vous parlais d'Aboudraman Sangaré, où il y avait deux versions du FPI. La version AFI qui voulait participer et la version d'accord des gars comme les Miaka Oreto, les Aboudraman Sangaré qui n'ont jamais voulu passer. À partir du moment où vous rentrez dans un jeu politique avec le RDR, vous n'avez aucun moyen de coercition, vous allez vous faire bouffer. Je répète, à partir du moment vous n'avez aucun moyen de coercition, vous partez participer à un jeu politique avec le RDR, vous allez vous faire bouffer. Et c'est la lucidité qu'Aboudraman Sangaré a eu depuis le début que les gens ne comprenaient pas. Sinon, c'est pas parce que quand tu crées un parti politique, c'est pour faire quoi? C'est pour participer aux élections. Quand c'est pour gagner, c'est pour prendre le pouvoir. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Dans quelles conditions vous allez participer à des élections? C'est ce que vous n'avez pas compris. Et aujourd'hui, on est dedans. Pourquoi Gbagbo a dit que non, que le comité central puisse s'exprimer? Le comité central s'est exprimé. Le comité central a dit niet. On a dit ici, je sais qu'il y a plein de personnes qui ont dit que non. Puisque Stéphane Kipré est de mèche avec Nadi Bamba, ce qui est arrivé à Wadomelo
Gbagbo ne va pas le faire. Ça a surpris tout le monde. Gbagbo vous a pris à revers. Et puis il a fait. Avec le comité central. Est-ce que le PPACI est mort? Le PPACI est-il mort? Il n'est pas mort. Le PPACI n'est pas mort. Il est sur pied. Là, vous avez assisté à une conférence de presse où Laurent Gbagbo parlait du cas des prisonniers politiques. Gbagbo a perdu sa tête. Quand vous l'entendez là, il a perdu sa tête. Il a cité, il a mentionné Simone, non? Quand il parlait de leur arrestation 92 et de l'entretien des prisonniers, il a parlé de Simone avec Odette Soye. Il a cité Simone. Mais pourquoi il y a des noms qu'il ne cite pas? Pourquoi il y a des noms que Gbagbo n'arrive pas à citer? Pourquoi c'est plus fort que lui? Pourquoi il n'arrive pas à citer? Vous croyez que Gbagbo il a perdu toute sa tête? Vous le pensez? Je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous dans quelques temps. Je vais vous ressortir un discours de Gbagbo Laurent que tout le monde a entendu, mais vous n'avez pas bien compris. Mais au moment venu, je vais vous ressortir ce discours. Et notez bien cette date que j'ai dit. Gbagbo est loin d'être quelqu'un de fini. Comme j'entends tout le monde, Gbagbo est fini. Il est loin d'être quelqu'un de fini. Et je suis très bien placé pour le dire. Parce que ceux qui ont critiqué Gbagbo sur les réseaux, en sortant des documents, des éléments, j'étais le premier. Et les gars là, ils ne m'aimaient pas. Et je peux vous dire qu'on ne m'a jamais acheté. On ne m'a jamais acheté pour parler pour Gbagbo. À la différence de beaucoup de personnes. Moi, ce qui me différencie de beaucoup de personnes, quand je fais mes analyses là, quand je fais mes analyses là, je ne fais pas des analyses pour entrer à Abidjan pour plaire à quelqu'un. Je ne cherche pas aussi à peut-être être dans un média pour être moyen. Je ne cherche pas ce que le RGP dit. Ah, lui là, il critique un peu, mais il est comme ça. Je ne fais pas ce que les gens font sur les chaînes là. Ça ne m'intéresse pas. Mais pour parler pour mon pays là, si aujourd'hui j'ai dit oui, demain je dois dire non, je vais dire non. Et j'assume clairement. J'assume clairement. Stéphane Kipré, qu'est-ce qui s'est passé? Stéphane Kipré, ils n'ont pas débarqué, ils n'ont pas révoqué. Ils ont révoqué Stéphane Kipré. Stéphane Kipré va aller se présenter à Gbagbo et Zaïbo. S'il perd à Gbagbo et Zaïbo, là, Stéphane Kipré aura quel angélisme politique qui va le faire réjaillir? Il faut qu'il refasse ses classes. Il faut qu'il refasse ses classes. Parce que celui qui donnait du coffre à Stéphane Kipré, c'était le nom de Gbagbo. Et c'est le PPACI. Mais quand on te révoque, parce que tu n'appliques pas, d'accord, la discipline du parti, et quand tu lis le discours de Gbagbo, Gbagbo dit quoi? Il m'a été trahi, il s'est senti déçu. Les mots sont forts. Les mots là sont forts. Donc il faut que tu refasses tes classes. Awa Dombello, il a fait créer son FPI Renaissance. C'est quand Gbagbo est revenu aux affaires qu'il est venu. Et il a intégré le Bénet. Est-ce que vous comprenez? C'est une affaire qui date de très longtemps parce que vous ne connaissez pas, souvent vous ne connaissez pas un peu l'histoire. C'est ça le problème en fait. D'accord? Maintenant, Tam Nadjani Bamba, c'est intéressant. Vous devez demander, il dit Nadi Gbagbo, Madame Nadi Gbagbo. Je reviens maintenant à l'interview. Dombello n'a-t-il pas créé FPI Renaissance? Pierre Tapé dit que c'est faux. Est-ce que Dombello n'a-t-il pas créé FPI Renaissance? Je pose la question. Alors, bon, Tapé, tu dis quoi? Dombello a créé FPI Renaissance. Il lui-même l'a dit dans les interviews ils avaient en termes d'idéologie, d'accord, une différence parce qu'ils voulaient rester dans la gauche-gauche. Là, tu viens, tu me dis c'est faux. Oh, bon, bref, on va évoluer. On va évoluer. On va évoluer. On va évoluer. Maintenant, quel est le timing? Quel est le timing? D'accord? Pourquoi, à ce moment précis là, on sort un truc comme ça? Celui qu'on appelle, celui qui détient le bâton du maestro s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Voilà, on nous présente quelqu'un, M. Charles Blé Goudé, qui vient parler des législatives et qui vient se confier. Et Ali Diarasouba sort, M. Demba, il dit c'est comme si vous avez mis votre main dans ma gorge et je vais parler. Et puis on nous sort un événement de 2009 ou je ne sais plus 2019. Et 2009, pardon, de 2009. Et puis, M. Charles Blé Goudé s'exprime. Et quand il s'exprime, il y a un élément clé. Cette fameuse réunion chez Nadi Bamba. Je dis ok, je l'écoute. Mais vous savez, moi, quand j'écoute quelqu'un, c'est pas parce que Charles Blé Goudé a parlé que je vais croire. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de mal élevé. Ok? Quand quelqu'un me parle là, je sonde. S'il y a plusieurs témoins, je vais écouter plusieurs versions.
Mais dans tout ce que j'ai entendu, la version qui me semble la plus cohérente, qui me donne des informations claires, c'est, d'accord, la déclaration de Sidiki Konaté. Parce que Sidiki Konaté, il a mis en 4 grands pans. Blaise Goudé n'a fait que, il a cité un événement. Mais Sidiki Konaté, il a mis les dates, il a mis tout. Donc, je discutais avec des amis, et ce qui m'a choqué, on dit que c'est Nadi Bamba qui a convoqué, qui a dit à Blé de venir. C'est Nadi Bamba qui a dit à Blé de venir. Bon, si Nadi Bamba a dit à Blé de venir, je lis la déclaration de Sidiki Konaté. Je vais aller sur le volet 4. Parce que les gens sont de mauvaise foi. Hein. Il y a des intellectuels. Mais chacun sait pourquoi, aujourd'hui là, on met tout, on dit non, c'est Nadi Bamba. Pour dire quoi? Gbagbo est un homme incapable. C'est pas possible. D'accord? Les réunions de l'État ne peuvent pas se faire chez sa maîtresse. C'est pas possible. Hein? Avec le rebelle Soro. Donc on était foutus. Hein? Jusqu'à... Chacun a ses intérêts. Mais je vais aller avec l'élément de Sidiki Konaté. Je vais vous lire la partie 4. Qui est très intéressante. Maintenant, si M. Charles Blé Goudé, il n'est pas d'accord, il faut porter plainte. La justice de Côte d'Ivoire, là, elle est bien, il faut porter plainte. Au moins, on va vous confronter tous les deux, et puis nous, on saura la vraie vérité. Je lis la partie 4. C'est la partie 4 qui me plaît. Il dit, non, la partie 3, il n'y a pas de partie 4, autant pour moi. Il dit, la rencontre chez Madame Adja Nadi Bamba. Tout Abidjan savait que le président Laurent Gbagbo se déplaçait régulièrement, presque chaque week-end, au domicile de sa seconde épouse. Ça veut dire que dans le gratin politique, là, au PDCI, au RDR, au État, les gens savaient que les week-ends, là, Gbagbo allait chez sa seconde épouse. Ils savaient ça. Écoutez bien, écoutez bien. Madame Adja Nadi Bamba, des réunions politiques, c'est au pluriel, des réunions politiques et même étatiques s'y tenaient. Ça veut dire que le week-end là, s'il y a urgence là, les gens même, ils allaient chez Nadi là-bas. D'accord? Dans la semaine, si Gbagbo il est chez lui, les gens vont. Mais si le week-end là, s'il y a urgence là, les gens partaient là-bas. Écoutez bien, ce n'était un secret pour personne. C'est aujourd'hui là, vous êtes scandalisés. C'est aujourd'hui que vous êtes scandalisés. C'est aujourd'hui que vous apprenez ça. C'est aujourd'hui que vous êtes scandalisés. Sinon, nous, on savait ça. Hein. Moi, j'ai fait des vidéos à l'époque sur Facebook. J'en parlais. Ce n'est pas une exclusivité. Allons-y sur la suite. En 2009, nous, partisans de la paix, Madame Wassia, ce domaine-là, je ne vais pas en fait rentrer dedans avec vous parce que je ne veux pas aller sur le volet conjugal. Le volet conjugal, là, je ne veux pas aller dedans. Sinon, là, en politique, Madame, en politique, là, il y a des... Je ne veux pas aller dedans. Allons-y. Chacun doit avoir son truc. Alors, en 2009, nous, partisans de la paix, issus de l'accord de Ouaga, étions sous pression. Écoutez bien, ça veut dire que les Sidiki Konaté, là, eux, ils étaient les partisans de la paix. Mais il y a des rebelles qui ne voulaient pas. Comme dans le camp, d'accord, des gens de la galaxie patriotique. Comme dans le camp de Gbagbo. Parce que Gbagbo même disait même que pour l'article 48, pour Ouattara, il était obligé de passer par la médiation sud-africaine pour faire croire. Sinon, les gens allaient tomber sur lui. Écoutez bien, hein, c'est les rebelles eux-mêmes. Il dit, en 2009, nous, partisans de la paix, issus de l'accord de Ouaga, étions sous pression, car nous remarquions un changement. Oh, un instant, excusez-moi. Excusez-moi, je ne vais pas perdre le truc. Car nous remarquions un changement. D'accord? Car nous remarquions... Ok, j'ai perdu le fil. Voilà, car nous remarquions un changement de ton dans les discours de M. Blé Goudé. Ils étaient sous pression parce que les gars mettaient la pression. Vous voyez comment Charles Blé Goudé a changé en 2009 par rapport à l'accord politique de Ouagadougou. D'accord? Nous remarquons un changement d'accord, de ton dans les discours de M. Blé Goudé qui commençait à critiquer l'accord alors même qu'il fonctionnait. Ok? Charles Blé Goudé dit qu'en 2009, il était sur le plateau de Issa Sangaré Yereso. Sidiki Konaté dit 2009 aussi. Et il a critiqué le désarmement. D'accord? Certes, il y avait des opposants dans les deux camps, c'est-à-dire Galaxie Patriotique et autres là. Il y avait des opposants dans les deux camps. D'accord? Attendez, hein.
Mais la volonté ferme des chefs politiques et militaires était de sauver l'accord. Des critiques visaient le premier ministre Guillaume Soro au nord et le président Gbagbo ainsi que plusieurs leaders patriotes dont M. Blé Goudé au sud, parmi les irréductibles de chacun. Nous savions que ce dernier subissait une pression forte au sein de la mouvance présidentielle. Eux, ils savaient que Charles Blé Goudé subissait une pression forte par rapport à cet accord-là. Sur ordre, c'est la partie là qui me plaît. Charles Blé Goudé a dit que c'est Nadi qui a convoqué la réunion. Je ne sais pas si je comprends français ou pas. Tout à l'heure, je discutais avec un frangin. Il a interprété le truc d'une manière. On dit sur ordre du Premier ministre Guillaume Soro, nous avons demandé une rencontre de clarification avec le président Gbagbo. Je répète, sur ordre du Premier ministre Guillaume Soro, nous avons demandé une rencontre de clarification avec le président Gbagbo. Quand on dit sur ordre, si on dit sur ordre, Nsa a décidé que les 947 personnes, lui et les 947 personnes se rencontrent. C'est sur l'ordre de qui? Des 947 personnes ou de Nsa Toungla? Quand on dit sur ordre du Premier ministre Guillaume Soro, c'est qui? Ils ont mentionné Nadi Bamba là. Pourquoi depuis 2 jours vous faites des débats là? Vous qui êtes sur les chroniqueurs, sur les chaînes de télé là, pourquoi vous n'avez pas éprouvé les deux vérités? Pour que Charles Blé Goudé puisse porter plainte contre Sidiki Konaté et puis ils vont aller régler ça. Je répète, on dit sur ordre, et je vais lire la suite. Sur ordre du Premier ministre Guillaume Soro, d'accord, nous avons demandé une rencontre de clarification avec le président Gbagbo. La suite, nous avons rencontré le FPI à Cocody. Dans la clarification, ils ont rencontré d'abord le FPI à Cocody, puis Monsieur Blé Goudé à la résidence de Madame Adja Nadi Bamba. Puisque quand vous remontez dans les autres paragraphes, on vous dit, dans les accords politiques de Ouagadougou, Charles Blé Goudé a reçu. Mais chez Nadi, parce que les samedis, on vous dit que les samedis, Gbagbo va chez Nadi. Voilà. Je vous lis la suite. Il n'a pas dit que quelqu'un s'est mis à genoux. Mais par contre, d'accord, par contre, en fait, son truc là, il est tellement clair. Mais comme vous êtes dans un... Bon, il y a 2 camps, hein, d'accord. Il y a le camp des gens qui soutiennent Blé Mordicus, c'est leur droit. Il y a le RDR qui est en pleine campagne de manipulation, parce qu'ils aiment ça, d'accord. Mais sinon, tout est dit. Tous les samedis, quand Gbagbo en Côte d'Ivoire, le plus souvent les samedis, il va chez Nadi. Il va chez Nadi. Et ce n'était pas une réunion officielle, c'est une réunion informelle. Donc vous cherchez des poux. Donc j'ai dit simplement, il y a 2 camps. Il y a les gens qui sont avec Blé Goudé, ils vont croire Mordicus ce qu'ils veulent. Et il y a, d'accord, le RDR qui en profite pour faire une campagne, d'accord, pour saper en fait l'opposition. Mais si vous voulez que la vérité puisse éclore, Sidiki Konaté a écrit, il a mis les dates, il a mis les références, Blé a parlé, allez les confronter, donc à la justice. Et puis on va voir. C'est tout. Mais moi, je ne suis pas un bébé. Parce que c'est pas parce que je déteste quelqu'un que Blé va parler, je déteste Nadi Bamba, je déteste Evan Kipé que je vais avaler. Non, je suis pas comme ça. Je confronte les deux. Maintenant, si vous voulez, dites en fait à Blé de porter plainte pour diffamation contre Sidiki Konaté. Et on va voir si quelqu'un d'autre a donné un autre témoignage comme ça où Blé s'est mis à genoux. Parce que quand le gars dit, il limite, il dit, ici à la fin, il dit, je me souviens pas d'une scène où M. Blé Goudé se serait agenouillé pour demander pardon à M. Guillaume Soro. Mais ça veut tout dire. C'est-à-dire même par respect, il ne voulait pas dire que Blé ment. Voilà, il essaie même, parce que dedans il dit qu'il appelle Zouzou, il a mis des trucs. Je ne me souviens pas d'une scène où il s'est mis à genoux. Maintenant, je vais vous dire, à qui profite le crime? Quand on dit, la scène de genuflexion, là, on peut la prendre sur plusieurs volets. Ok? Bon, imaginons que Blé, d'accord, imaginons que Blé se soit mis à genoux. Ok. C'est une humiliation. Parce que Blé, d'accord, Blé là, il luttait contre Soro, la rébellion de Soro. Mais on dit que Soro est là, Gbagbo est là, et Blé se met à genoux. Il y a Sidiki Konaté, il y a Mété Sindou. Bon, considérons même que Gbagbo est là. Hein? Mais Blé, ça fait longtemps, tu es quelqu'un qui est un combattant de la liberté. Quand tu sors de là, hein Blé, soit tu fais une conférence de presse,
ok, et tu décides d'abandonner, tu n'es plus dans la galaxie parce que tu ne soutiens plus Gbagbo. Mais pourquoi tu as continué de soutenir Gbagbo? Quelles sont tes motivations? Quel est l'amour qui t'a tellement surpassé d'avoir une telle humiliation et de continuer à mener un combat politique pour Gbagbo? Ce que j'aime bien chez les Mamadou Koulibaly là, Mamadou Koulibaly est parti, hein. Quand il a vu, il est parti. Mais pourquoi toi? Pourquoi toi? Et tu as même fait campagne. Tu étais à la 6e place dans l'équipe de campagne où Nadi, d'accord, a piloté l'équipe de communication. Pourquoi? Il y a deux choses. Je dirais même il y a une chose. Il y a une chose, d'accord? Il y a une chose, c'est le pouvoir. Et ça, je vais l'adresser aussi au RDR. Vous allez être surpris quand vous allez perdre le pouvoir. Ce que vous voyez actuellement, puis vous rigolez là, ça va être pire. Ça va être fois 50. Vous serez étonné. Le pouvoir. Le pouvoir, c'est le miel. On n'aime pas les piqûres des abeilles. C'est le pouvoir. C'est tout. Parce que rien, quand vous parlez, en fait, les gars, c'est pour ça que moi, je ne suis pas encarté politiquement. Hein. Quand on dit que je suis gore, actuellement, je parle là, on va dire que je suis un gore. Mes vidéos à l'époque, quand je parlais de Gbagbo, où j'ai parlé des failles de la gouvernance de Gbagbo, on disait que peut-être je devenais, on disait non, je suis PDCI. Parce que je suis baoulé des pères. On disait que PDCI. Quand j'attaque le PDCI, on change, on ne sait plus où me mettre. Un moment, quand je parlais de la cohérence de Soro, des gens ici, des gars m'envoient un message pour me dire que tu es GPS. Donc, on ne sait pas. Moi, je n'ai pas de contrat. Hein. Je ne suis pas engagé avec. Je n'ai pas signé un contrat quelque part. Je ne suis pas engagé dans un parti politique. Je ne suis pas engagé dans un parti politique. Donc, moi, je me pose des questions naturellement. Pourquoi, quand on te fait ça là, toi, tu es quelqu'un qui a lutté. Dieu me fait dire que tu as lutté, il te connaît depuis longtemps. Mais tu allais faire la campagne. Tu es même venu même à la télévision. Où tu as dit, toi et Kakabe, vous avez discuté. Kakabe dit qu'il ne peut jamais voter pour un Mossi. Pourquoi? C'est la question que je me pose. Et en même temps, j'adresse la question RDR. Blé Goudé n'a plus brûlé les gens. Donc vous avez le cœur pour pardonner comme ça. Blé Goudé, l'article 125. Moi, je n'ai jamais dit que Blé Goudé a brûlé les gens. Hein. Mais c'est vous les gens du RDR. Aujourd'hui, vous êtes devenus les chants de Blé Goudé. Vous êtes dans la miséricorde comme ça, soudainement. Vous êtes miséricordieux comme ça? Ah, si vous êtes miséricordieux, commencez à libérer les gens dans les prisons en Côte d'Ivoire. Blé Goudé est devenu votre modèle. Charles Blé Goudé est devenu votre modèle. Ouais, moi je suis surpris. Moi j'entendais des gens dire que l'artiste 125, Blé Goudé, aujourd'hui c'est vous, Blé Goudé. Vous êtes devenu les chants de Blé Goudé. Je suis surpris. Moi je ne mange pas de ce plat. Je suis très méfiant. Et j'ai fait attention. Je ne mange pas de ce plat. Donc c'est un jeu d'échecs. Blé, ils ont poussé ton pion, c'est la partition. C'est le RDR qui commande la musique. Il commande la musique. Maintenant, c'est quoi les conséquences? Tu voulais rassembler la gauche? C'est un échec total. Tu ne rassembleras jamais la gauche. Parce que ce que tu as fait, un enfant même, d'accord, dans le foyer conjugal, je ne dis pas la politique, hein, ne fait pas ça à son père. Jamais je vais venir dire devant tout le monde les écarts de mon père. Et ça, tu allais très loin. Parce que c'est une humiliation faite à Laurent Gbagbo. Croyant, peut-être avec de bonnes intentions, indexer Nadi Bamba, c'est une humiliation faite à Laurent Gbagbo. Parce que quand vous lisez les commentaires, on est mort pour rien. On est mort cadeau. Laurent Gbagbo tant. Laurent Gbagbo tant. En fait, c'est ça. Et les gens jouent. Laurent Gbagbo était un irresponsable. Laurent Gbagbo était... C'était quoi l'objectif visé? Nadia est une sorcière, les gens vont s'arrêter là, mais en ce qui concerne Gbagbo, c'est un échec. Un gouvernement que toi-même tu as soutenu. Tu allais dans la rue. Parce que quand tu appelais les gens à aller dans la rue, je pense que, en ce moment-là, tu ne savais pas que Laurent Gbagbo était un vaurien. Tu ne savais pas que Laurent Gbagbo était un vaurien. Tu ne savais pas que Laurent Gbagbo était un vaurien. Quand tu allais dans la rue, tu appelais les populations. Parce qu'en 2010, vous avez appelé les populations. Hein. C'est-à-dire, après t'être mis à genoux, tu t'es mis à genoux devant Soro. Et puis, en 2011, tu as fait sortir les gens. What the fuck? En fait, je comprends. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive. C'est-à-dire que... en fait, même... Et puis, dans le narratif, on dit que Nadi Bamba dit que ces âmes-là ne sont pas destinées... En fait, ces âmes-là ne sont pas destinées à temps. Mais quand Soro était au golf, non? Et puis, ils voulaient faire une descente sur la RTI, non? Où ils ont repoussé les gars, là. Où on les a allumés, là. Mais tu étais là et puis tu parlais
Tu disais, non, qu'à toucher un seul cheveu de Gbagbo, un seul. Mais tu ne te rappelais pas du rendez-vous là. Mais il fallait te dire que dans le rendez-vous là, mais c'est fini, c'est foutu, on nous a tchou. Donc autant ne pas faire les déclarations. Non, mais la politique. Et je vois des gens comme des grands enfants. Bon, peut-être qu'il y a d'autres qui sont nés en 2011 ou 2012. Vous ne comprenez pas un peu. Je ne sais pas. Mais franchement, c'est à dormir debout. C'est à dormir debout. C'est vraiment, votre histoire là, c'est à dormir debout. Et quand je vois des gens qui viennent juste pour établir, des gens font des combats. Je vais vous dire quelque chose. Simone Gbagbo, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour mener son combat. Je vais vous dire quelque chose. Simone Gbagbo, elle a besoin de personne. Au contraire, Simone et Yves là, elle n'a pas besoin de quelqu'un. Si quelqu'un devait accompagner Simone et Yves en politique en Côte d'Ivoire, c'était Aboudraman Sangaré. Sinon, elle n'a pas besoin. Simone, son parcours, je ne parle pas de sa vie privée, mais son parcours politique parlait pour elle-même. Je dis bien, parlait pour elle-même. Elle n'a pas besoin de quelqu'un. C'est pas quelqu'un. Moi, j'ai pas. Excusez-moi, c'est pas Blé qui va. En fait, Blé Goudé ne peut pas rendre populaire Simone. En fait, il y a des trucs que je ne comprends pas. Blé Goudé ne peut pas rendre populaire Simone. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas possible. Simone et Yves n'a pas besoin. Parce que son parcours parle pour elle-même. Son parcours parle pour elle-même. Son parcours parle pour elle-même. D'accord? Son parcours parle pour elle-même. C'est une femme pour laquelle voilà, politiquement, hein, je la connais pas. Je la connais pas. Mais regardez les élections où elle est partie. Est-ce que vous êtes fiers de ce que Simone... Est-ce que vous êtes fiers de ce que Simone a donné dans ces élections-là? Est-ce que vous êtes fiers? On a l'impression qu'on a accompagné Simone pour la finir politiquement. Est-ce que vous êtes fiers de ce qui s'est passé là? Pour finir sur cette histoire, il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Si vous voulez faire la politique, évitez de parler un peu trop. Évitez de parler un peu trop en politique. Si vous faites de la politique, appliquez-vous sur les sujets politiques et non les sujets à caractère sensationnel, émotionnel. Tu fais la politique. Si tu aimes la politique, là, hein, il faut t'occuper du budget, de l'éducation, de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères. Il faut t'occuper de ça. C'est ça, là, les populations ont besoin. Mais en fait, j'aurais appris que tant, ne rentrez pas dedans. On n'y gagne rien. Et puis, il y a une leçon. C'est pas toutes les émissions et tous les médias en participent. Sondez les médias. D'accord? Sondez les médias avant d'aller mettre votre pied là-bas. Sondez les médias avant d'aller mettre votre pied là-bas. Sondez les médias avant. C'est pas toute invitation. C'est pas toute invitation. On part. Il faut se faire désirer politiquement. Mais il faut qu'on entende. On vous entende sur les choses politiques. Parce que dans tout ce spectacle auquel j'assiste là, ce n'est pas relisant. Ce n'est pas reluisant même pour la gauche ivoirienne. Ce n'est pas reluisant. Et puis, laissez votre passé là parler pour vous. Parce que, vous savez, de la même manière que l'on trouve les gens du RDR arrogants, hyper arrogants, le pouvoir là, c'est dangereux. Par moment, si vous ne vous retrouvez pas, demandez à des gens qui vous ont connu de vous pincer ou de vous gifler pour vous rappeler votre passé. Parce que c'est ce qui joue les tours. Mais vous, les gens là, qui étaient autour de Gbagbo là, on ne pouvait pas avec vous. Quand Gbagbo était au pouvoir là, on ne pouvait pas avec vous. Vous étiez arrogant. Et ça, je confirme. Peut-être il y a des gens qui étaient bien. Mais j'ai beaucoup d'écho sur votre arrogance.
On ne pouvait pas vous parler. Vous, aujourd'hui, vous faites des lives. Il y a certains qui font des lives, qui sont là, qui font comme s'ils sont accessibles. Mais est-ce qu'on pourrait vous approcher? Moi, j'ai des vieux pères, moi, je n'ai pas cité des noms. Vous étiez hyper arrogant. Vous étiez très arrogant. Il y a des gens, même on ne sait pas souvent, il y a ces 5 militaires. Parce qu'ils sont dans la galaxie patriotique. C'est 5 militaires, 5 gardes du corps qui les suivent. C'est pas comme ça la vie. Quand vous sortez de ces gens de tribulation là, de ces gens de tribulation, et ce qui s'est passé avec Babou là, vous devez faire profil bas. Vous devez faire profil bas. Et puis si vous voulez faire la politique là, faites la politique, mais ne nous menez pas dans ces choses inopportunes qui n'apportent rien au peuple de Côte d'Ivoire. Ça n'apporte rien au peuple de Côte d'Ivoire. Ça va quoi? Ça change quoi à quoi? Ça baisse la facture de qui? Ça enlève les parents de qui en prison? Ça soigne qui? En fait, ça enlève quoi? Que du spectacle. Que du spectacle. Et ce n'est pas bon. C'est quelle gauche vous allez réconcilier? En fait, c'est quelle gauche vous allez réconcilier après? Vous allez réconcilier quelle gauche? Il faut arrêter ce genre de choses-là, même dans une famille. Ça ne réconcilie pas les gens. Qu'est-ce que vous êtes truc? Ça réconcilie qui? Mettez-vous au travail, c'est tout ce qu'on vous demande. Mettez-vous au travail. Les Ivoiriens ont besoin d'entendre autre chose. On est fatigué de tout ça. Mettez-vous au travail. Donc pour l'instant, ce que je suis en train de vous dire, nul n'est épargné dans le système de jeu de M. Alassane Dramane Ouattara pour son bonheur. De ce que vous reprochez à Nadi Bamba là, vous-même vous faites ça aussi, même chose. Donc, je ne vais pas me dire que tout, je prends tout mettre sur le dos de Nadi. Ça, jamais. Tu prends tout, tu mets sur le dos de Nadi. Je ne peux pas mettre. Vous tous, à un moment, vous aviez cru que vous étiez dans de bonnes grâces avec Ouattara, où vous pouvez vous profiter. Mais c'est lui qui joue le jeu des dames. C'est lui qui avance les pions. Donc ne venez pas dire que tout le malheur de la gauche, c'est de la faute de Nadi Bamba. C'est faux. C'est une fuite en avant. Voici ce que je voulais vous dire. Donc arrêtez. Mettez-vous au travail. Faites la politique. Celui qui a cœur de rassembler la gauche, d'accord, qui rassemble la gauche. C'est tout. Mais quand pour rassembler, il faut avaler des couleuvres. Hein. C'est pas évident. Le manteau de leader, là, même quand tu es président de la République, là, hein, tu es comme une poubelle. Parce qu'il y a des gens qui vont être d'accord avec toi, mais il y a des gens qui vont t'insulter. Il y a des gens qui vont te dire même ce qu'on n'a jamais entendu. Est-ce que vous comprenez? Donc je suis désolé, je ne peux pas venir m'asseoir ici et puis dire que le malheur de la gauche, c'est Nadi Bamba. Non, 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 non. Parce qu'au-dessus de Nadi Bamba, il y a un monsieur qui s'appelle Ouattara. Au-dessus de Nadi Bamba, là. Donc tu ne peux pas me dire que Nadi est au-dessus de Ouattara. Arrêtez-moi vos conneries, ressaisissez-vous, et puis voilà. Maintenant, le successeur de Babo, je ne sais pas. Babo est lucide, il va vous regarder parmi vous tous ces enfants-là. Bon, c'est bien aussi, parce que quand papa annonce son héritage, qui ça va, tout le monde se précipite pour l'héritage. Et puis il va voir qui est capable de rassembler. Voilà, il va voir qui est capable de rassembler. Mais le silence, il est d'or. Les gens disent que oui, ça bouillonne dans mon ventre. Le silence là, il est d'or. Le silence là, il est d'or. Quand tu d'or là, c'est le métal, il est en or. La valeur d'un homme, un vrai homme, il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Mais quand il parle, si au moins il parle, mais ce qu'il parle là, il est cohérent avec, c'est bon. Donc, mesdames et messieurs, moi j'en ai fini. Je ne parlerai plus de ce chapitre. Que l'avenir nous dise ce qu'il en est. C'est ce que j'ai dit. Hein. Ce matin, j'ai eu une chose en poignade avec quelques camarades là. J'ai dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de parler. Vous savez, on n'est pas maître de notre avenir. C'est le Créateur qui va nous dire ce qui va se passer demain. C'est lui qui pronostique, c'est lui qui dit tant. Mais ayons des yeux et des oreilles pour ouvrir. La vie est une école. Moi, je n'ai pas la science infuse. C'est pour ça que quand j'ai commencé, je vous ai dit, c'est mon analyse. Et je peux me tromper. Et vous ne pouvez pas être d'accord avec cela. Moi, j'accepte que des gens ne soient pas d'accord avec moi. D'accord? Mais voici ce que je vais dire. Celui qui joue avec les pions, là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, si tu es lucide dedans, quand on va t'inviter, tu sais qu'il y a des choses que tu vas éviter. Voilà. Donc, j'en ai fini. Puis je vais m'arrêter là. Ouf, j'ai beaucoup parlé. Hein. Ah là 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 là. Bon. J'ai beaucoup parlé en tout cas. J'ai même mal. J'ai mal à la gorge. Je me prends une bouteille d'eau. Bah oui, j'ai vu sa sortie. On a même diffusé ici. Ouh. C'était édifiant. On a dit même que j'avais une crotte dans le nez. Ce sont les avertures. Je n'ai même pas encore mangé même depuis ce midi. Alors.
Non, mais je vais pas parler de la dame. La dame, elle n'est pas une politique. Elle n'est pas une politique. Elle a donné un commentaire. Je pense qu'elle a donné un commentaire comme tout le monde. Elle n'est pas politique. C'est un sujet qui est purement politique. Je vais pas... Voilà, je vais pas... Après... Bon, ok, un chouchou. Tu m'as déjà dit bye bye. Ok, bye bye. Excellent week-end. Prends soin de toi. On est ensemble.